Bonjour, Guillaume Baudin, donc réalisateur de Vigneron, qui passe en ce moment au cinéma de Canet-en-Roussillon. Alors, Guillaume, tu es mi-chèvre, mi-chou, tu es mi-réalisateur, mi-vigneron, ou mi-vigneron, mi-réalisateur. Dans quel sens tu le mettrais? Moi, je suis plutôt vigneron et après, je fais des documentaires, effectivement. Mm. Alors, tu as commencé, t'as fait une école de faire pousser du raisin. Moi, j'ai fait une école de viticulture-œnologie Ouais. pendant 6 ans et ensuite, l'idée de faire des documentaires est arrivée un peu plus tard, 4-5 ans, 2-3 ans plus tard, je pense, Pourquoi après la sortie. t'as Et senti, alors tu as deux documentaires du coup à ton actif. j'en ai 4, ouais. Mm. Quatre. Mm. Ah, diable, alors c'est quoi c'est c'est sorti au cinéma ou pas les deux Alors, premiers? tous les films sont sortis au cinéma. Il y a eu La Clé des terroirs, le premier documentaire Oui, que j'ai réalisé donc en 2010, qui est ouais. sorti au cinéma en 2011, ou avec lequel j'ai fait un peu le tour de la France. Ensuite, il y a eu Insectis mon amour. J'avais pas vraiment prévu de refaire d'autres documentaires, mais Insectis mon amour, qui est plutôt un 52 minutes, mais Ouais. comme il a, C'était pour la télé, ce c'était censé être format-là? pour la télé, mais comme je suis pas très bon distributeur télé, c'est plus facile pour moi de distribuer au cinéma. Même On quand on est avait, bon, c'est compliqué. On a finalement, enfin j'ai finalement décidé de le distribuer au cinéma, puis on a fait pas, enfin il y a eu pas mal de séances Mhm. sur ce documentaire. Et puis ensuite, Zéro Phyto 100% bio, un film sur les cantines bio, l'arrêt des pesticides en ville, ça c'était Génération Future, Agir pour l'environnement et Bioconsommateurs qui m'avaient demandé de faire ce documentaire. D'abord on devait faire des capsules vidéo pour internet, et Mhm. ensuite on s'est dit que c'était un documentaire pour le cinéma, pour faire des débats, c'était pas mal. Et donc Vigneron qui sort seulement le 15 novembre. Voilà. Alors, en fait, comme tu es vigneron, tu fais en dehors du travail de la vigne, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors après, c'est un peu d'organisation, mais c'est pour ça que là, on est fin mars et que c'est encore possible. Mais à partir de la semaine prochaine, je suis à nouveau dans les vignes pour toute la saison estivale. Alors, Vigneron s'appelle Vigneron parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais parce que tu t'es rendu compte d'une chose au bout du troisième de ton avant-dernier film. Non, alors c'était dès le premier. Il y avait, en fait, dans mon premier documentaire, il manquait, on m'a fait plusieurs fois la réflexion, comme quoi il y avait pas de femmes dans le film. Et c'est vrai, c'était une réalité et j'avais absolument pas fait attention. De là est née l'idée de faire ce documentaire que j'ai commencé à peu près en même temps qu'Insectisme l'amour, sauf que celui-là, j'ai mis 8 ans à le faire. Ouais. Alors, des femmes, pas, parce que, et même dans ce film-là, il y a beaucoup de consultants hommes, si j'ose dire, en biodynamie. Alors c'est vrai qu'il y a plutôt des consultants hommes encore, et justement je voulais pas le cacher, on dit vigneronne parce que c'est vraiment Ouais. 4 vigneronnes emblématiques, mais les personnes qui les accompagnent au quotidien, il y a aussi des hommes, et voilà, ça fait partie. C'est peut-être que l'erreur que j'avais fait sur mon premier documentaire, c'était de pas montrer les femmes qui accompagnent les hommes, et là, bah Et évidemment, il y a comme des hommes qui accompagnent les on femmes. parle de travail en harmonie dans le cosmos, finalement, c'est pas un film pseudo-féministe qui dit que le pire ennemi de la femme, c'est l'homme, quoi. Alors non, pas du tout, c'est pas du tout un film féministe, donc c'est un film plutôt engagé sur l'agriculture biologique, la biodynamie, pour essayer d'expliquer ces pratiques au travers du regard des femmes, évidemment. Et aussi expliquer un petit peu le monde du vin, mais sans aller dans un Oui, détail technique. avec un autre prisme. Exactement. Mm. Toi, tu es en biodynamie. Moi, je suis en biodynamie. Actuellement, vu que j'ai repris les vignes en 2022, je suis en cours de certification, mais ça prend un peu de temps. Oui, oui, oui. Mais dès la première année, ouais, c'était travailler en biodynamie. Ouais. Mm. Alors, c'est quoi la différence entre du vin dit conventionnel, du vin nature et du vin biologique? Alors, C'est pas forcément la même chose. le vin conventionnel, bah, on a le droit d'utiliser des pesticides chimiques de synthèse, donc on a le droit d'utiliser des herbicides chimiques qui permettent de faciliter le travail. Pendant des années, Oui. ça a été un peu salvateur, Sinon, mais bon, après, ça pose aussi des problèmes sur la vie des sols, et notamment sur la vie des sols ça les épuise en sur fait. les vignes, ça les épuise, et puis la diversité gustative d'un vin est vraiment différente quand on utilise de l'herbicide ou quand on n'utilise pas, parce que c'est le développement des sols permet d'avoir des raisins qui ont un autre goût, et ça c'est vraiment une des bases fondamentales, on va dire, de l'agriculture biologique, c'est d'arrêter d'utiliser ces herbicides et en plus d'utiliser des produits qui permettent, comme le cuivre et le soufre, qui évitent qu'il y ait des champignons sur Mm. la vigne, mais qui ne sont pas Il des y a un pesticides passage chimiques de d'ailleurs parce synthèse. que c'est très compliqué de ne pas avoir du mildiou notamment. Voilà, c'est ça. Et ça, dans le documentaire, le but c'est de montrer
la réalité, c'est-à-dire que les gens ils pensent qu'en bio il n'y a pas de traitement, et si en fait en agriculture biologique et en biodynamie il y a des traitements, et c'est des traitements avec des très faibles doses de cuivre, de soufre et évidemment des tisanes de différentes plantes pour essayer de faire un peu de phytothérapie, stimuler les défenses naturelles de la plante, et ça on le retrouve en agriculture biologique, en biodynamie. Et La donc méthode Steiner la méthode Steiner, c'est plutôt lié à la biodynamie, en Parce que sachant Steiner que... disait qu'en fait, oui, mais pas le raisin, justement, pas la culture du raisin. Alors effectivement, c'est ce qu'il disait. Après, les vignerons ont récupéré cette technique parce que ça répondait à certaines questions par rapport au goût des raisins notamment, et Mhm. ils ont essayé d'adapter ça au plus juste de ce qu'ils pensaient et de le développer dans un sens qui est complètement à l'opposé de Steiner, parce qu'effectivement Steiner pensait que le raisin ou le vin n'était pas un produit spécialement intéressant pour l'agriculture, parce qu'il n'était pas trop pour le vin, mais voilà. Donc ça veut dire qu'on a déjà vachement adapté le... Vachement, justement, c'est une bonne transition. Euh, les vigneronnes, c'est l'amour de la terre vache, si j'ose dire, entre les cornes et l'animal. Il y a effectivement beaucoup, la vache fait partie de l'organisme agricole dans le monde de la biodynamie. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir des vaches sur le domaine, mais en tout cas la bouse de vache, le fumier et effectivement les cornes de vache qui sont utilisées ensuite pour faire les préparations biodynamiques sont un élément central de l'agriculture. Et on aurait du mal à faire aujourd'hui de l'agriculture biologique sans engrais, dans des monocultures comme on est aujourd'hui. Il faudrait vraiment repenser l'agriculture de manière générale. On arrive plus facilement peut-être avec la permaculture sur du maraîchage sur des petites surfaces. Mhm. Tant qu'on est très très spécialisé comme on l'est aujourd'hui, c'est compliqué d'imaginer. On ne peut pas faire des grandes surfaces, en fait, dans cette manière de travailler la vigne. Alors si dans le film justement on le Est-ce qu'on peut montre, faire du grand bio? oui, on peut faire du grand bio. Sur le film, on voit un domaine à Vignonésie, en Toscane, où il y a plus de 200 hectares, Mhm. qui prouve par l'exemple que c'est possible, en le faisant de manière un peu intelligente et bien organisée. Est-ce que le discours de l'agroalimentaire, en général, c'est dire oui, non, mais on ne peut pas nourrir la planète comme ça. Alors déjà, on parle de vin, donc on parle pas de nourrir la planète, hein, on parle de Moi, je ne me boire. nourrirais que de vin si je C'est m'écoutais. ça, mais pour le coup, l'argument déjà de on peut pas nourrir la planète avec la bio n'a aucune valeur sur le vin, Hmm. parce qu'on peut très bien se passer de vin et d'alcool Non, pour se nourrir. ça c'est une théorie que C'est je une ne valide théorie, pas. mais voilà. Après, sur le principe même, c'est possible. Toutefois, effectivement, on peut quand même faire du vin et sur des grandes surfaces en agriculture biologique, et Mhm. il y a de plus en plus de domaines qui le font. Et aujourd'hui, même à Bordeaux, hein, il y a 26% de surface en bio à Bordeaux, donc c'est quand même pas négligeable. Même si des fois l'interprofession n'est pas toujours derrière les vignerons, voilà, il y a quand même une dynamique qui est là. Sur le Languedoc, évidemment, c'est des grosses surfaces parce que c'est un peu plus facile de faire du bio en Languedoc que sur la Champagne, par exemple. Mais voilà, Mhm. petit à petit, ça évolue. Et on arrive à on arrive à faire des grandes surfaces en agriculture biologique, et notamment dans le vin. Alors, tu es vigneron, on le rappelle. Tu es dans le Valais, donc en Suisse. Et tu es français, ceci dit. Alors, il n'y a pas l'appellation Valais, ça n'est pas comme en France l'appellation d'origine contrôlée. Alors si, c'est la même AOC, c'est juste on a une certaine liberté sur Un notamment cahier la des charges plus libre. variété. Il y a 62 cépages autorisés dans l'AOC, donc ça veut dire qu'il y a des cépages anciens, Mhm. beaucoup, qui sont pas souvent intégrés dans les AOC françaises, notamment en Savoie. Donc il y a tout un travail à faire aussi pour améliorer tout ça sur les AOC françaises, pour récupérer ces vieux cépages. Mais 62 cépages autorisés. Après, à partir de là, ça permet une certaine liberté sur les différentes variétés qu'on peut faire. Après, ça reste une AOC. Avec donc un cahier des charges, avec des volumes de vin maximum à faire. Et puis bah, c'est une origine contrôlée. Ça veut dire que si on met AOC Valais, ça vient donc du Valais, qui est une région viticole bien définie. Et c'est ça le rôle de l'AOC, c'est vraiment de... Ça donne des vins comment, du coup, les vins du Valais? Les vins du Valais, alors le Valais est considéré un petit peu, c'est un terroir presque méditerranéen dans son style. Alors, la ville la plus proche en Suisse, Sion, Martigny, c'est dans le Valais. Et d'accord. ensuite, on n'est pas très loin de Lausanne. Voilà. Mhm. C'est tout au bout du lac Léman. D'accord. À partir du moment où on arrive au fond du lac Léman, on arrive justement sur le Valais. Et
Et puis on fait des styles de vin. Alors il y a des rouges, des blancs, des rosés, des liquoreux. Il y a un peu tous les styles. C'est des terroirs assez chaleureux, donc ça permet vraiment de faire même certaines syrahs qui sont très haut de gamme, des cépages comme le merlot, le cabernet franc, le cabernet sauvignon, qui peuvent ressembler à certains Bordeaux dans le style. Et puis autant sur des terroirs plus frais, on peut avoir des pinots noirs qui peuvent rivaliser avec certains pinots noirs bourguignons, mais voilà, il faut que les cépages soient plantés aux bons endroits, sur les bons terroirs, aux bonnes expositions, et il y a une diversité de terroirs, de cépages et de sols qui permettent d'avoir aussi une diversité dans les vins. Alors, il y a le spectre dans le film Les Vigneronnes du réchauffement climatique et donc de la nécessité de s'adapter. Qu'est-ce que tu as observé, toi, sur tes vignes durant toutes ces années? Et sur les vignes des Alors, autres, parce puisque que tu moi as j'ai été plutôt filmé. travaillé sur les vignes des autres depuis Ouais. pas mal d'années, parce que je suis seulement installé moi-même depuis 2022, donc l'historique sur mes parcelles c'est moins évident de les avoir. Mhm. On voit quand même qu'on vendange de plus en plus tôt. Ça, c'est une première réalité. Donc les vendanges ne seront plus en octobre. Les vendanges se font rarement en octobre, de plus en plus rarement. Ouais. Est-ce que tu es fin août, toi, carrément ou L'année dernière, on a commencé fin août. Ouais. Les D'accord. premières cuvées ont été vendangées fin août et les dernières cuvées ont été vendangées fin septembre. Mhm. En sachant que normalement, c'était plutôt mi-septembre les premières cuvées et ensuite plutôt mi-octobre les deuxièmes. Et l'évolution du goût par rapport au temps de vendange, justement. C'est là juste que le travail du vigneron doit être un peu doit gentiment évoluer. On doit pouvoir trouver des solutions pour des solutions culturelles, notamment laisser plus de végétation pour essayer de Oui, rafraîchir. rafraîchir, en tout cas laisser de l'ombre au niveau des grappes pour éviter qu'il y ait trop de soleil qui pénètre le végétal, alors qu'avant on avait tendance plutôt à Exposer, éclaircir au maximum et à exposer au soleil. Et bah, toutes ces pratiques, il faut les revoir peut-être. On voit une Italienne qui fait des pergolas avec ses vignes. Alors ça c'est historique dans leur vallée, mais l'une des raisons, à mon avis, c'est aussi de pouvoir cacher les raisins du soleil, des rayons directs du soleil. Et en Italie, on voit beaucoup de vignes en pergola, et c'est des régions qui sont très ensoleillées, donc il y a sûrement une raison qui est très difficilement, par exemple, aujourd'hui dans les AOC françaises ou même en Suisse, on n'aurait pas le droit de faire des pergolas parce qu'il n'y a pas assez de cèpes à l'hectare. Donc si un jour on veut faire des essais avec des pergolas, on sort de l'AOC, on refait des vins de France, et à ce moment-là, bah, en fait, on change de paradigme, mais peut-être qu'un jour, ce sera certaines pergolas ou certains styles de pergolas seront autorisés dans les AOC, on ne sait pas. Là, en Andorre, ils commencent à planter des vignes, ou en Bretagne, par exemple, avec le changement de temps. Alors, en ce moment, on est un peu en sécheresse. Est-ce que toi, chez toi, ou dans les vignes, tu as constaté ça? Et faut-il arroser la vigne de ton point de vue? Alors sur les zones comme ici dans le Roussillon, c'est vrai qu'il y a une énorme sécheresse qui est bien présente depuis quand même pas mal d'années, on va dire, parce que ça se renouvelle chaque année. Cet hiver-là apparemment est encore plus sec que ceux que vous avez vécu d'habitude. Ça pose évidemment des questions. La question de l'arrosage se pose pour beaucoup de vignerons, mais il faut encore avoir de l'eau. Donc on peut toujours dire on veut arroser, mais d'où est-ce on a la mer à côté, on essaie. Comment on fait pour arroser des zones aussi sèches que le Roussillon, en sachant qu'on n'a pas d'eau finalement dans l'environnement. En Suisse, pour le moment, l'arrosage est autorisé, mais c'est beaucoup de l'eau de fonte qui redescend donc des glaciers parce qu'il y a les neiges éternelles. La question commence à se poser de qu'est-ce qui se passera le jour où certaines zones n'auront plus de neige éternelle. Est-ce qu'on aura toujours de l'eau l'été ou pas? Et dans quelle proportion? Et est-ce que l'agriculture ou la viticulture reste une priorité? C'est des questions qui se posent plutôt en interne, sans parler d'aller trop loin, mais comme un peu aujourd'hui l'industrie du ski se pose certaines questions sur les réalités économiques de la fabrication de neige artificielle, là, pour les mêmes raisons, Coca-Cola se pose pas les mêmes questions quand il parle. Ah ouais, c'est sûr. Nestlé, pour parler suisse, qui a privatisé notamment des eaux françaises, se pose pas les mêmes questions. Alors c'est vrai qu'ils se posent pas les mêmes questions, mais si on se pose pas ces questions-là aujourd'hui en tant que même petit vigneron ou voilà, ça fait partie aujourd'hui de notre quotidien et on va devoir quand même sûrement de notre génération en tout cas, on va devoir gérer une partie du problème et les générations suivantes encore plus.
Donc c'est difficile de répondre à une question toute... Il y a un très bon roman d'Ignazio Silone sur l'accès à l'eau qui s'appelle Fontana Mara, qui voit aussi la naissance du fascisme par ailleurs. Il y a des paysans dans les Abruzzes qui ont accès à l'eau pour faire pousser ce qu'ils ont à faire pousser, et arrive un grand propriétaire qui cadenasse l'accès à l'eau, et quand ils sont pas contents, il leur envoie des milices pour les tabasser. Ok. C'est-à-dire. Donc, revenons à Vigneronne. Il sort en novembre. En fait, tu filmes et tu présentes quand tu peux. On est revenu sur 8 ans de construction du film. C'est ça. Et tu avais prévu que ça prendrait autant de temps? Absolument pas. Je sais Comment jamais. tu as entre-temps, il y a quand même déjà eu une période qui s'appelle le Covid, où c'était beaucoup plus compliqué de tourner quelques images, même de se déplacer un peu en Europe. Ah oui, il y a ça aussi. Parce que le film étant tourné entre l'Italie, la Suisse et l'Ardèche, il y avait des problématiques de logistique. Et puis après, j'avais un peu la pression d'avoir fait un premier documentaire sur le monde du vin, et là, celui-là, il devait être un peu différent. Et puis j'ai aussi travaillé pendant 3 ans et demi en tant que bras droit de chez Marie-Thérèse Chapa, et c'est vrai que j'ai eu un peu moins de temps aussi pour m'occuper de ce documentaire. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps, et que l'année dernière j'ai fini mon montage, j'ai fini toute la partie post-production, et c'est là que le film peut enfin sortir au cinéma. C'est quoi l'enjeu pour un vigneron et pour un réalisateur, mais plutôt pour un vigneron, qu'il y ait des documentaires sur le vin? Moi, c'est du militantisme depuis toujours. C'était pour expliquer ce que c'était que l'agriculture biologique, la biodynamie, pour que ça se développe d'une certaine manière. Tous les films ont cette trame, ce fil rouge de la biodynamie, etc. La biodynamie, des insecticides, du bio dans les cantines. Il y a toujours un côté militant derrière tout ça. Évidemment, après, le but, c'est quand même que les spectateurs, ils se passent un bon moment au cinéma, et il y a des images qui sont là pour le traduire. Il y a de très belles images de montagne, de macro comme ça, de la ligne qui pousse. Et puis le son, il y a un gros travail sur le son aussi, donc ça prend beaucoup de temps. Entre les musiques originales, le travail sur le son de manière générale, pour essayer d'avoir une belle ambiance, et puis que le film il puisse vivre aussi sa vie sans des accompagnements. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un accompagnement un peu important pour... ça s'appelle de la promo, et ensuite le film va sortir, et là, il y a plein de projections du film où personnellement je serai pas présent. Et il n'y aura pas d'animation même derrière le film, c'est pas juste des séances uniques. Il n'y aura pas de Jérôme Coretti derrière qui sera là pour jongler, etc. Exactement. Est-ce qu'il y a une suite à prévoir? Est-ce que tu comptes faire un coffret de tous les DVD, où on peut les voir les précédents? La clé des savoirs, il est visible maintenant sur internet, sur le site qui s'appelle dahu.bio, qui est mon site. Il est bientôt disponible sur YouTube, et puis parce que je le remets gentiment sur YouTube petit à petit. Les autres sont disponibles en DVD, en VOD, et puis... On peut les acheter quelque part, il y a dans des boutiques sur internet? Alors oui, après moi j'ai des éditeurs, donc après ils sont distribués, mais je peux même pas dire où. D'accord. Je sais qu'ils ont été disponibles surtout au moment des sorties. Maintenant c'est compliqué, enfin il y a de moins en moins de DVD disponibles dans les grandes chaînes de magasins spécialisés culture, donc c'est plutôt de la distribution sur internet. Voilà, ils sont disponibles en vinyle, uniquement la bande son. Après voilà, la problématique du DVD est réelle. C'était, je pense qu'on vit les derniers jours du DVD, donc c'est difficile de se projeter. Et après les plateformes Est-ce que Netflix s'intéresse à ton travail, par exemple? Je n'ai jamais proposé, mais je pense que c'est compliqué parce que... les Mutins de plongée pour la version un peu plus indépendante. Exactement. Alors moi je suis pas édité aux Mutins de plongée, moi j'ai été édité aux éditions Parnasse, et ensuite là maintenant je suis sur un tout petit éditeur. Après quelques complications avec les éditions Parnasse, mais... Qui s'appelle le nouveau? C'est Echo, mais ils distribuent quelques documentaires, et voilà, moi je suis édité par eux, et après ils ont un système de distribution. Parce qu'après c'est bien d'être édité, mais il faut surtout être distribué, et il faut que les DVD soient disponibles en fait. Après c'est la disponibilité derrière qui est importante. Alors on va parler de la production. Comment tu finances finalement moi je comment tu as finance... financé, et comment est-ce que tu t'améliores au fur et à mesure des 4 films? En termes de production, je suis encore assez nul, parce que finalement je passe plutôt par du financement participatif pour éviter de me... Le gros dilemme, c'est que j'ai du mal à écrire les films en amont, parce que ils se fabriquent au fur et à mesure des tournages.
Et c'est très compliqué pour moi d'écrire les documentaires et donc de pouvoir aller chercher des subventions. Mhm. Par contre, j'arrive assez bien à expliquer au grand public ce que je vais faire et les gens m'ont relativement bien suivi de manière générale. Et ensuite, bah, c'est enfin, ce que j'ai pu toucher des séances ciné, notamment des anciens documentaires qui ont permis de financer les suivants. Mhm. Et puis voilà, après il faut investir un peu d'argent personnel et puis espérer qu'un jour le film, je puisse récupérer un peu ce que j'ai mis. Voilà. Et donc, là, ce soir, tu es à Bédarieux. Oui, exactement. À quelle heure? À 20h30, je pense. Et la date d'après, c'est quel jour? C'est la plus La quoi? 4, demain matin à 10h30, je suis à Montpellier et Ouais, demain soir à 19h, je suis à Vaison-la-Romaine. bien. Est-ce que, alors on va redonner le site internet peut-être? C'est sur dahu.bio et puis ensuite le film, la bande-annonce et tout ça, c'est disponible aussi sur Allociné, enfin sur les grandes plateformes. Et est-ce que tu as un Facebook, un Instagram, Alors réseaux ouais, moi sociaux? j'ai un Facebook qui s'appelle Guillaume Baudin, avec et un autre Facebook qui s'appelle Vigneron Film, Mhm. pareil pour Instagram. Voilà, tout est disponible un peu aussi sur les réseaux sociaux, mais la base de tout c'est le site internet qui s'appelle dahu.bio et où il y a un peu tous les liens pour retrouver tout ça. Guillaume Baudin, merci. Merci.